mesdames. Bien qu'ayant la nationalité française, vous êtes toutes les deux enseignantes-chercheurs à l'étranger. Agathe Merceron à l'Université des sciences appliquées de Berlin et Kalina Yassef à l'Université de Sydney en Australie. Pouvez-vous nous retracer rapidement votre parcours pour qu'on apprenne à vous connaître un peu? Bien. Allez, je commence. Donc, moi, ça fait 25 ans que je suis en Australie et j'ai fait la première partie de mes études en France. Et ensuite, je suis partie en Australie pour voyager, pour découvrir un peu le monde et puis surtout pour apprendre à parler anglais. Et j'ai été conquise par le pays. Et donc, j'ai fait mon doctorat quand j'étais en Australie. Donc, c'était un doctorat qui était financé par l'industrie, par Thales à l'époque, et en partenariat avec une université australienne et une université française. Et puis voilà, et après il y a eu des opportunités de travail et j'y suis restée, et puis ma foi, j'y suis encore. Belle carrière. Moi, j'ai pas mal voyagé pour des raisons personnelles, en fait, à cause de la situation de mon mari. C'est comme ça que j'ai rencontré Kalina, d'ailleurs, en Australie. On était ensemble à l'université de Sydney. Et puis, mon mari étant allemand, je suis retournée à Berlin, j'ai postulé pour un poste, et c'est là où je suis. Bien, merci. Alors, depuis le début du XXIe siècle, la généralisation des plateformes d'enseignement dédiées à la formation, ça a amené les chercheurs à exploiter des grandes quantités des traces d'apprentissage générées par ces plateformes. De là sont nés deux domaines des environnements informatiques pour l'apprentissage humain, l'educational data mining et les learning analytics. Alors vous deux, je sais que vous avez été des précurseurs dans ces domaines, dans ce champ de recherche, donc pouvez-vous nous présenter vos recherches et indiquer les thèmes qui vous paraissent les plus importants pour le futur proche? Oui, donc en fait, avec Agathe, lorsque nous travaillions ensemble à l'université de Sydney, nous avons commencé à réfléchir à un système tutoriel à l'époque pour enseigner la logique. C'était un domaine que nous enseignions toutes les deux. Enfin, en fait, j'ai repris le cours d'Agathe, donc on travaillait ensemble. Et puis, on avait énormément d'élèves, on avait 500 élèves à peu près, donc c'était vraiment de très grands chiffres. Et on s'est dit, pourquoi ne pas exploiter les données de ce système tutoriel pour essayer de mieux comprendre ce que les étudiants comprenaient, ne comprenaient pas, sur quel passage il fallait un petit peu revenir en cours magistraux, quels exercices leur donner pour soutenir leur apprentissage. Et donc nous avons collaboré sur un projet de recherche. Alors à l'époque c'était très novateur d'utiliser les données des apprenants pour essayer de comprendre, pour essayer d'améliorer ce système tutoriel. Et donc nous avons soumis des papiers de recherche et puis après on s'est dit pourquoi ne pas approfondir ce domaine. Donc nous avons depuis travaillé en fait dans le domaine de Education Data Mining, puis Learning Analytics, sur différents projets. Donc voilà, moi pour ma part, je travaille surtout sur des projets où j'essaye de comprendre comment soutenir l'enseignant à mieux enseigner, à mieux soutenir l'apprentissage à travers de techniques de fouilles de données qui ne sont pas applicables directement depuis les domaines traditionnels des fouilles de données et donc qui ont besoin vraiment d'avoir qui ont besoin on va éditer après. On peut faire une pause, voilà, et on fera tranquillement, donc on va respirer, puis on reprend, puis hop, tout ça c'est disparu. Non mais j'ai perdu le fil de... Aider l'enseignant, tu étais à dire. Voilà, donc moi pour ma part, ce qui m'intéresse surtout, c'est de travailler sur des projets où on utilise ces données pour soutenir l'enseignant, parce que l'enseignant est quelqu'un d'expert et sait très bien comment enseigner. Et je pense qu'il y a un énorme potentiel pour utiliser, pour déployer des techniques qui le soutiennent, qui le ou la soutiennent dans son métier, dans leur métier, et d'essayer de comprendre comment ils peuvent travailler avec des données. Étant donné que c'est assez nouveau en fait de travailler avec des données, de se servir des données qui ont été collectées à partir d'enseignants,
des étudiants. Oui. C'est assez novateur non, c'est nouveau pour l'enseignant de travailler avec des données qui ont réelles d'étudiants en situation d'apprentissage et d'aider l'enseignant et de l'aider à découvrir comment il peut utiliser ces données. C'est quelque chose qui est assez intéressant et je trouve que le domaine de Education Data Mining a encore beaucoup d'opportunités de recherche là-dessus. Donc, quant à moi, nous avons commencé ensemble, comme tu l'as rappelé, Kalina. Et puis après, comme j'ai continué à bouger aussi, j'avais pas de tuteur intelligent, c'était plus à l'époque comme ça, donc je me suis plus intéressée à l'analyse des données que les plateformes d'enseignement en général enregistrent et ce qu'on pouvait en tirer pour les étudiants et pour les enseignants aussi d'ailleurs. Et en ce moment, je travaille sur un projet fondé par le ministère de l'Éducation et de la Recherche en Allemagne pour mettre du numérique, mais avec la chambre d'artisanat dans les formations dispensées par la chambre d'artisanat. Nous avons développé des tableaux de bord pour les enseignants et pour les étudiants aussi. Et ma conviction de plus en plus, c'est que ces tableaux de bord permettent à l'enseignant d'enseigner différemment, d'avoir une méthode de classe inversée, si tout le matériel est bien conçu. Parce qu'avec tous les exercices qui sont là et qu'il peut avoir une survue de quels sont les exercices qui ont été réussis, qui ont été ratés, il peut davantage connaître les problèmes de ses apprenants et donc en cours les adresser. Et ce que je vois aussi, c'est que maintenant ce projet s'étend, on a une petite entreprise qui est maintenant dans notre projet avec nous comme partenaire, et elle, ses clients, si je puis dire, ses apprenants, sont des gens en situation de difficulté sur le marché de l'emploi, donc ils suivent des formations, ils ne sont pas du tout au numérique. Donc eux, quand on leur présente des tableaux de bord aussi pour un étudiant, dire oh, j'en suis là, dans le rouge, dans le vert, etc., ce n'est pas quelque chose qu'ils maîtrisent facilement. Donc ça nous fait réfléchir dans notre projet. Très bien. Et vous avez aussi, je crois, travaillé aussi sur les systèmes de recommandation pour le futur proche. Pensez à ton thésard. Oui. Donc effectivement, alors après, il y a beaucoup de projets différents sur lesquels on travaille. Donc les systèmes de recommandation tels que Amazon par exemple, où on recommande un livre qui a été lu par des gens comme vous par exemple, peuvent être utilisés en enseignement également, mais il y a également d'autres problématiques. Donc par exemple le travail collaboratif est très important en enseignement. On sait que les gens apprennent mieux quand ils sont ensemble. Mais par exemple, on peut se servir des techniques de recommandation pour essayer de favoriser des formations de groupe qui sont pertinentes pour l'apprentissage. Donc ça, c'est un exemple de recommandation. Il y a aussi l'exemple de recommandation sur lesquels d'ailleurs on commence à travailler ensemble encore avec Agathe, qui sont plutôt d'essayer de recommander un chemin optimal pour les élèves qui sont inscrits dans des universités ou dans des MOOCs, en fonction des données précédentes des étudiants d'avant et de leur recommander en fait des chemins qui les emmèneront peut-être plus rapidement ou qui leur permettront de terminer leur diplôme de manière plus rapide ou avec de meilleures notes, etc. Donc là, encore une fois, on utilise des données passées pour essayer d'alimenter ces recommandations. Faire de l'adaptive learning, on appelle en anglais l'adaptive learning. Adaptive learning, oui. Oui, nous, dans ce projet, donc avec la Chambre d'artisanat, on a aussi mis un système de recommandation, développé un système de recommandation, mais pour recommander aux étudiants qu'est-ce qu'ils devraient faire dans le cours, quels sont les exercices ou les objets pédagogiques, comme on dit, qu'ils devraient apprendre parce qu'il y a une date limite ou bien il peut l'avoir oublié, des choses comme ça. On a des résultats mitigés là-dessus. Certainement, il y a peut-être d'autres façons tout aussi efficaces en fait d'encourager les étudiants à s'impliquer davantage. C'est un petit peu nos conclusions jusqu'à maintenant. Il faudra voir. Oui, il y a à boire et à manger dans ces... Oui, tout à fait. Et parce que quand vous parlez de grandes quantités de données, vous pouvez nous dire la taille de vos échantillons, la taille des étudiants, quand vous avez les données que vous utilisez pour
alimenter les tableaux de bord ou les systèmes de recommandation? Moi, je peux dire oui pour un cours, mais ça, c'est aussi un petit peu un des points qui me fait réfléchir, parce que même déjà avec 30 étudiants, on n'a pas la survue. Donc, il nous faut aussi avoir des méthodes qui marchent pour des grands nombres, mais aussi pour des nombres qui correspondent à la réalité de beaucoup d'universités, en fait. Pour un des cours qu'on a essayé, donc avec la Chambre d'artisanat, on a essayé notre infrastructure dans beaucoup d'autres contextes, donc aussi dans un cours d'université avec une centaine d'étudiants. Et là, quand on enregistre tout ce qu'ils font, toutes leurs données avec la plateforme, on a abouti à des 100 000, je ne sais pas dans un tremel, 100 000 logs entrés, en gros. Oui, alors nous, dans nos projets, vraiment, ça dépend. Donc, on a des projets où on a des datas sur 10 ans et donc une centaine de milliers d'enregistrements. Ça commence à chiffrer en éducation. Mais il y a également la problématique de travailler de temps en temps avec des échantillons beaucoup plus réduits. Mais cette fois-ci, ce n'est pas forcément en taille d'étudiant, mais en la richesse des données qu'on a pour chaque étudiant. Donc, par exemple, on peut avoir des données sur plusieurs semaines pour le même étudiant, et c'est des données sur lesquelles on peut puiser également. Donc ça, c'est intéressant aussi. Des données temporelles. Voilà. Très bien. Merci. Alors, quelles sont les principales difficultés pour mettre en œuvre les programmes sur lesquels vous travaillez? Quelles difficultés vous heurtez? Alors, moi, il y a une difficulté qui est à laquelle tu m'as fait penser, donc sur les tableaux de bord, justement. La difficulté qu'on a, c'est qu'on essaye de créer des techniques pour changer la façon dont les enseignants travaillent. Donc, lorsqu'un enseignant passe d'un enseignement traditionnel où il ou elle est en face d'un groupe d'élèves et puis adapte son enseignement comme ça, là, tout d'un coup, on leur donne des indicateurs qui sont calculés par des algorithmes savants qu'on a élaborés, et nous on sait qu'ils marchent parce qu'on a un bon taux d'accuracy, de précision, merci. Et donc ça, nous on sait que ces algorithmes marchent, mais la difficulté, c'est comment faire en sorte que l'enseignant fait confiance à ces données-là. Donc on a eu par exemple un cas où on travaillait avec des surfaces interactives, et on essayait donc de détecter les moments où les groupes d'élèves collaboraient. Donc l'enseignant avait justement un tableau de bord, et il avait plusieurs groupes comme ça d'élèves avec des tableaux avec des tables interactives, et on était capable de détecter en temps réel quels étaient les groupes qui collaboraient et quels étaient ceux qui ne collaboraient pas. Et on voulait donner cet indicateur donc à l'enseignant pour qu'il puisse aller vers les tables qui étaient en difficulté ou qui ne collaboraient pas, parce que le but là, c'était de collaborer. Et donc on avait cet algorithme d'intelligence artificielle qui avait vraiment un très bon taux de précision, mais l'enseignant n'a pas su comment l'utiliser parce qu'il ne comprenait pas comment donc il y avait un problème de confiance, il ne comprenait pas comment cet algorithme était capable de donner ça. Donc on a été obligé de faire quelque chose de beaucoup plus simple que l'enseignant pouvait comprendre. Donc la difficulté, c'est de faire évoluer le champ de l'enseignement en même temps que les techniques, et progressivement de travailler déjà main dans la main. Et puis on sait qu'actuellement, l'explicabilité des algorithmes, en particulier en intelligence artificielle, et en particulier quand on traite des grandes masses de données de manière quantitative et non pas qualitative, c'est un problème qui se pose dans beaucoup de domaines d'intelligence artificielle. Oui. Y compris pour la conduite autonome des voitures, par exemple. Agathe, vous voulez rajouter quelque chose, en particulier aussi sur les questions de pluridisciplinarité qui sont un peu obligatoires dans cette discipline? Bon, comme Kalina, ça c'est la même chose, comment faire que les gens comprennent et comprennent exactement ce qu'on leur donne comme feedback, parce que sinon aussi les interprètes, ils vont faire aussi des erreurs d'intervention. Et aussi, ce que je me pose aussi la question, c'est nous, en fait, dans tous nos algorithmes, on part toujours des interactions avec le matériel que l'on a. Comment est-ce que c'est que ça c'est étalonné? Quand on montre les difficultés, est-ce que les exercices mesurent les réelles difficultés des enseignants, des apprenants? Je dis peut-être qu'on aurait besoin de plus de travail pluridisciplinaire avec des gens des sciences d'éducation,
des sciences des measurements, comme on dit, des assessments, etc. Les sciences cognitives. Oui, je crois. En Allemagne, on veut mettre ça dans notre prochain workshop en Learning Analytics. Un peu plus de coopération. Et en Australie, il y a de la coopération pluridisciplinaire Alors on essaye, oui, mais le problème c'est que ce n'est pas facile de faire de la recherche interdisciplinaire pour tout un tas de raisons. Moi personnellement, je trouve que c'est la richesse de la recherche. Moi, c'est vraiment ce qui me passionne dans ma recherche, c'est justement de travailler avec des gens qui sont d'autres champs parce qu'ils vous donnent des problématiques à laquelle vous n'avez pas pensé en tant qu'informaticien. Donc c'est très important. Donc je pense que en Australie aussi, le monde de la recherche essaye d'aller vers beaucoup plus de multidisciplinarité. Les mécanismes pour soutenir cette recherche interdisciplinaire de manière plus efficace commencent à se mettre un petit peu en place. Mais pour moi, c'est sûr que c'est le futur de la recherche. On ne peut plus maintenant faire de la recherche dans sa discipline. C'est particulièrement dans ce domaine. Obsolète pour moi. Et Agathe, vous avez mentionné tout à l'heure comme difficulté les résultats mitigés dans les analyses de traces que vous avez faites dans le projet en Allemagne. Et même dans les systèmes de recommandation et de tableau de bord en général, qu'est-ce qui prouve, comment vous pouvez prouver que vos recommandations, vos conseils sont les plus efficaces, les plus efficients pour l'enseignant? Est-ce que vous avez des groupes témoins ou comment vous articulez cette affirmation que vos algorithmes sont efficaces? Déjà, c'est nous ce qu'on garantit, c'est que tout ce que l'on mesure, c'est le taux de précision que nos algorithmes donnent comparé à ce qu'un expert donnerait. Donc, on est proche de l'expert. Voilà, proche de l'expert, exactement. Après, c'est la façon dont l'enseignant s'approprie ces algorithmes pour son enseignement qui donne... La référence, c'est de comparer avec un expert qui n'a pas qui traite à la main ce qu'il voit et qui donne son avis. Exactement. Pour le système de recommandation, pour nous, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on recommandait aux apprenants, c'est les apprenants, quels sont les objets à consulter après. Et effectivement, ce qu'ils vont consulter, ce n'est pas forcément ce qu'ils aimeraient faire, c'est l'algorithme calcule ce qui serait bien pour eux, pour augmenter leur apprentissage et ce qu'ils savent. Et toute l'évaluation a été un petit peu difficile. On a évalué sur des données passées, des données historiques, quand il n'y avait pas le système de recommandation, ce qui leur est recommandé. Effectivement, le taux de précision n'était pas très élevé, mais parce que ceux qui ne faisaient pas grand-chose, ils ne consultent pas grand-chose, donc ils ne se comportent pas comme le système recommandeur voudrait qu'ils se comportent. Mais on a fait aussi autre chose, et c'est là où il faut réfléchir davantage. On a regardé s'il y a des sous-groupes sur lesquels ça coïnciderait mieux. Et effectivement, il y a un sous-groupe qu'on a identifié, c'est le sous-groupe des étudiants actifs. Mais le sous-groupe des étudiants actifs ne coïncide pas exactement avec le sous-groupe des étudiants qui ont les meilleures notes dans l'examen final. Donc tout ça, c'est intéressant et va nous amener à aller plus loin en fait. En Allemagne, donc moi je suis responsable d'un cursus en ligne et clairement ça c'est avec les nouvelles technologies. Donc sans le numérique, dans notre cursus en ligne, on a beaucoup d'étudiants qui ne peuvent pas faire du présentiel. Donc parce qu'ils sont des enfants petits, parce qu'ils ont quelqu'un à charge, parce qu'ils travaillent à temps complet. Donc ça ouvre le système aux études à une frange de la population qui sinon n'y aurait pas accès. Donc ça c'est très positif. Mais par rapport au numérique, dans l'éducation courante, donc l'éducation traditionnelle en classe, les Allemands pensent qu'ils sont à la queue en Europe, enfin au bout de la queue, du mauvais côté, qu'ils n'en font pas assez, il y en a beaucoup. C'est un petit peu partagé parce qu'il y a beaucoup d'instits qui se disent oui, on fait du numérique, mais quand c'est censé, quand ça apporte quelque chose, quand on a un plus avec. Et c'est peut-être là en fait qu'il nous manque peut-être aussi les bons programmes ou les bonnes méthodes pour introduire le numérique de façon sensée dans l'enseignement. Je pense. Oui, et puis moi j'ajouterais que voilà, ce qui est important, c'est d'utiliser le numérique à bon escient. Tout au début, on essayait de remplacer, enfin, de mimiquer ce qu'un enseignement traditionnel face à face faisait avec du numérique. Évidemment, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'exploiter le numérique, les diverses modalités,
les outils qui peuvent être fournis également en numérique, les simulateurs. Donc ça c'est très intéressant et il est très important de considérer toutes les fonctionnalités du numérique quand on fait des solutions comme ça. Oui, de faire ce que sinon on ne ferait pas. Ouais, voilà, exactement. Pas plus dire. Complémentarité. Complémentarité du numérique. Oui, voilà. Oui. Voilà. Voilà, tout à fait. surtout ne pas remplacer l'enseignement. D'abord, on fait une pause et puis on reprend parce que je coupe Ouais. un bon moment. Ouais. Quoi, donc, de plus, je sais pas, Patrick, On reprend. un petit mot de liaison. Parce que... On Je vais reprend. couper, Kalina, Je reprends. tu reprends pour dire que sur ce que tu finissais de dire, c'est-à-dire c'est la complémentarité qui est importante. Voilà. Oui, donc ce qui est important, oui, effectivement, pour voir s'il faut prendre le numérique là où le numérique est bon et garder le présentiel et tous les rapports humains qui sont aussi indispensables en fait. On grandit socialement, pas que parce qu'on apprend dans notre tête. Donc chacun des deux secteurs, on l'emploie là où c'est fort. À bon escient. Donc c'est en fait la complémentarité du numérique qui est importante à prendre en compte. Oui.